Donc il s'agit de faire une small conférence sur, pas sur la création monétaire principalement. C'est-à-dire que moi je vais commencer par vous expliquer ce qu'est la permaculture monétaire. Et ensuite, à la fin de la permaculture monétaire, on partira sur les monnaies libres qui seront expliquées par Mélissa. Voilà. Donc moi j'aimerais qu'on commence déjà par fermer les yeux. C'est pas du chant. Que vous fermiez les yeux. C'est un peu comme une sorte de méditation, on ferme les yeux et l'exercice, le premier exercice c'est d'arriver à calmer son esprit. Ça veut dire à faire qu'on arrête d'avoir plein d'idées qui tournent dans la tête, là, tout et rien et n'importe quoi, qu'on arrive à faire qu'il n'y a plus d'idées il n'y a plus d'idées qui passent, on est calme, on entend en fait, on entend le vent. On entend ce qu'il y a autour de nous, la vie, là-bas. Voilà. C'est quand même de rouvrir les yeux, ou pas les rouvrir comme vous voulez. Quand on a réussi à se calmer un peu comme ça, on reprend le temps de l'arbre qui pousse, par exemple. Ce temps-là. C'est pas rapide, c'est pas instantanément. Ça pousse tranquillement, comme ça. Son rythme, mais pourtant au bout d'un moment c'est là. Voilà. Donc à partir du moment où on arrive à être un peu calmé comme ça, on se rend compte qu'on prend son temps pour penser, et ben moi je vais vous parler de la permaculture monétaire. La permaculture monétaire, c'est l'art de faire pousser la monnaie. Effectivement, ça peut faire rire, faire pousser la monnaie, mais la monnaie, elle pousse en fait de manière naturelle. Alors dans un premier temps, effectivement, ça peut être marrant de se dire effectivement que la monnaie pousse de manière naturelle, etc., ou qu'elle ne pousse pas, c'est idiot de dire ça, mais je vais essayer maintenant de vous expliquer pourquoi ça peut paraître idiot, mais ça n'est pas du tout. Et qu'actuellement, la monnaie pousse, elle pourrait pousser, ça veut dire qu'il pourrait y avoir suffisamment de monnaie pour tous. On peut faire une analogie avec l'air, par exemple, actuellement. Il y a des molécules d'air autour de nous, on peut en capter pour respirer, on n'a pas besoin d'avoir une paille pour essayer de choper une molécule d'air à droite et à gauche pour respirer, non. Il y a suffisamment d'air, on respire. En fait, la monnaie, c'est comme l'air. Il faut qu'on ait suffisamment autour de nous, qu'on puisse la capter assez facilement pour pouvoir vivre. Sauf que maintenant, c'est devenu un outil nécessaire. Si on n'en a pas, c'est compliqué de vivre sans. Voilà. Donc, après avoir fait cette jolie comparaison, un des chocs les plus compliqués à comprendre dans la monnaie, quand je vous ai dit tout à l'heure la monnaie pousse, forcément il y en a plein qui ont rigolé, mais tout ça c'est fait aussi qu'on est formaté sur cette idée que la monnaie ne peut pas pousser et que si la monnaie pousse sur les arbres, comme les cerises poussent, c'est pas possible. Et le c'est pas possible, à mon avis, il est principalement fabriqué sur la notion de travail. Ça veut dire que la monnaie ne pousse pas parce qu'on ne peut pas avoir de la monnaie sans travailler. Et donc je pense que le premier objectif de tout ça à comprendre, c'est d'arriver à casser ce lien entre le travail et l'argent. D'arriver à comprendre qu'on peut avoir de l'argent sans forcément qu'il y ait un travail. Il faut vraiment comprendre qu'il y a plein de rentiers à travers la Terre, il y a plein de banquiers à travers la Terre, il y a plein de gens qui gagnent plein d'argent sans jamais avoir travaillé. Tant mieux pour eux. Hein. Je ne suis pas là pour critiquer ces personnes-là, je dis que ça existe et je dis que nous, en tant qu'individus, il faut arriver à dépasser ça et arriver à comprendre que l'argent peut arriver sans forcément qu'il y ait un travail. Voilà. Après, il y a plein d'activités qu'on peut faire. Moi, je suis aussi pour ceux qui sont essayés d'être feignants. C'est leur vie d'être feignants, je ne peux juger personne. Mais il y a plein d'autres activités qui sont extrêmement riches pour la communauté et que cette richesse partagée, elle ne passe pas forcément par des valeurs marchandes ou des valeurs qui sont un travail, à suer, à la sueur, à tout ça pour gagner de l'argent. Il faut arriver à dépasser tout ça. Donc, l'art de la permaculture monétaire, c'est l'art de faire pousser la monnaie. Parce que dans permaculture, il y a permanence. C'est un peu comme une roue qui tourne. Et il y en a suffisamment pour être, en fait. C'est pas une quantité incroyable, c'est une suffisance. La suffisance que met la permaculture monétaire, c'est, on va dire, c'est à peu près à 1500 € par mois. Je dis euros, mais ça pourrait être n'importe quoi, c'est juste pour avoir une notion, en France, en Europe, d'à peu près ce que ça pourrait être. Ce qui veut dire qu'au final, en chaque début de mois, l'être humain se retrouve avec, sur son compte en banque, avec plus 1500, on va dire plus 1005. Voilà.
plutôt que d'être à zéro et de lutter pour gagner de l'argent, il commence avec plus 1005. S'il veut continuer à travailler énormément, à amasser plein d'argent, il pourra toujours avoir des BM, avoir ce qu'il veut, il pourra toujours le faire. Mais celui qui n'a aucune activité, lui, pourra commencer avec ça. Donc peut-être qu'effectivement, il ne s'achètera pas de BM, mais il pourra faire le choix de penser, il pourra faire le choix de lire, il pourra faire le choix ensuite de partager ce qu'il a appris avec d'autres dans un rythme plus lent. Voilà. Alors, ces billets qui poussent, comment est-ce qu'ils poussent ? Trois sources de poussée qui méritent d'être expliquées ici parce qu'elles sont intéressantes. La première, en fait, ce serait 500 euros. Ça veut dire qu'on récolterait, en chaque début de mois, 500 euros, en euros donc, qui seraient crédités par la Banque centrale sur un compte citoyen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, la Banque centrale européenne crée déjà cet argent, 80 milliards tous les mois, mais elle le met sur le marché primaire. Le marché primaire, c'est là où sont les entreprises du CAC 40 et les États, les obligations d'État. Bref, nous, les humains, de la vraie vie, on est sur le marché secondaire. Et ces 80 milliards, ils ne sont pas sur le marché secondaire, ils sont sur le marché primaire, ils ne sont pas pour nous. Alors, ces 500 euros qu'on pourrait créer, ils seraient directement donc sur ce compte citoyen. Et ça s'appelle le QE pour People. Ça existe déjà. Il y a tout un tas de gens qui se battent à travers la Terre pour ce QE pour People. Il y a tout un tas d'économistes qui se sont mis ensemble pour défendre cette idée du QE pour People. Donc vous pouvez déjà vous renseigner sur cette notion, QE pour People. Et il y a tout un tas de lectures en toutes les langues. Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, Afrique, surtout avec l'Afrique avec le franc CFA, mais là je ne partirai pas là-dessus. Tout le monde a déjà réfléchi à ce concept de la Banque centrale, alors que ce soit la BCE ou que ce soit l'autre, on s'en fout, c'est pas grave, mais à ce concept de la Banque centrale qui pourrait émettre un compte citoyen, où chaque citoyen, par le fait d'exister et d'être dans sa communauté, pourrait déjà avoir 500 euros sur ce compte-là, et il en fait ce qu'il veut. Voilà, alors, je parle citoyen, je parle humain, hein, donc dès qu'on est, on a cette somme, mais dès qu'on meurt, on l'a plus. Donc c'est 1500 euros de la permaculture monétaire, il y aurait déjà 1500 euros en euros. Les seconds autres 500 seraient en monnaie complémentaire. Alors, je crois qu'il y a plein de monnaies complémentaires maintenant, qu'on sait comment ça marche. Monnaie complémentaire, il y en a dans tous les pays, il y en a 1500 je crois. Alors, la monnaie complémentaire, c'est très bien, parce qu'effectivement, ça encourage l'économie circulaire, ça encourage une démarche éthique, ça encourage le fait de mieux respecter l'autre, ça encourage tout ça. Et pour ça, c'est très bien. Sauf que le seul souci qu'il y a dans la monnaie complémentaire encore actuelle, c'est que c'est indexé sur un compte euro. Ça veut dire que concrètement, vous prenez 1000 miel, je prends le miel, voilà, par exemple, à Bordeaux, vous prenez 1000 miels, il faut mettre 1000 euros à la banque pour avoir 1000 miels. Alors effectivement, ce 1000 euros sera posé sur un compte éthique, entre guillemets, sur une banque éthique, et vous pourrez effectivement utiliser vos miels, etc. Mais il y a toujours ce lien à la patte de cette monnaie euro qui est toujours là. Donc par rapport à l'idée de la permaculture monétaire, c'est d'inventer une banque qui s'appelle la BRDI, une banque régionale d'investissement, qui pourrait être gérée par le département ou la région, qui permettrait d'avoir une monnaie locale, réunir les monnaies locales qui existent déjà, prendre le travail qui a été fait pour l'utiliser, mais d'avoir une possibilité de création monétaire sur une monnaie locale. C'est ça qui est important. Ça n'existe pas, ou ça va exister, parce qu'effectivement, M. Deruder, dans son dernier livre, il me semble qu'il devait sortir en avril, a parlé d'une monnaie complémentaire avec création monétaire, mais j'avoue que j'ai pas lu le livre en juin, donc je sais pas, mais apparemment c'est ça dont il parlait. Ça veut dire effectivement une monnaie complémentaire avec création monétaire, plus une gouvernance démocratique qui permettait à chacun de pouvoir contrôler ensuite l'émission de la monnaie. Voilà, donc c'est deux premières choses, monnaie euro, monnaie complémentaire. Le problème de ces deux monnaies-là, en gros, c'est que c'est une organisation verticale avec des chefs au bout, et il n'est pas facile en fait de pouvoir avoir une action dans la zone du haut, quoi. Et cette organisation verticale crée aussi une relation au pouvoir. Il y a souvent beaucoup de pouvoir dans la zone du haut et pas forcément en bas. Donc la Banque Centrale Européenne, la banque l'argent qui pourrait être créé par une région, tout ça, ça exige d'attendre un peu ou de se motiver tous ensemble pour arriver à casser certains verrous, pour arriver à avoir ces choses-là. La troisième source monétaire de la permaculture monétaire, c'est ce qu'on appelle la monnaie libre. Ça veut dire là, effectivement, c'est une monnaie qui est très sympathique parce qu'en fait, elle est organisée de manière horizontale. Il n'y a pas de verticalité ni de centre de pouvoir accroché en haut. C'est complètement horizontal et c'est un peu un homme, une voix, quoi. Ça veut dire que finalement, chaque personne qui rentre dans cette communauté est capable de co-créer sa monnaie. Donc, à ce moment-là, il prend le pouvoir du banquier. C'est vrai, je n'en ai pas encore parlé, mais
on n'est pas à Poudlard, mais effectivement, le banquier a un pouvoir magique, fantastique, c'est le pouvoir de créer de la monnaie de rien. C'est fabuleux, c'est fantastique. Il y a ceux qui créent la monnaie de rien, ceux qui galèrent pour en avoir. Donc il y a deux catégories. Donc dans cette façon de co-créer la monnaie, là, effectivement, chaque personne prend ce super pouvoir de créer de la monnaie. Et alors non seulement c'est horizontal, et on a enfin on est tous banquiers, tous rentiers, hein, le fait d'exister dans la communauté nous permet de l'avoir, mais on répond aussi à la problématique de la gouvernance, car effectivement, on peut dire qu'il y a une gouvernance partagée dans le code d'émission de cette monnaie. Si effectivement, c'est plus une personne qui peut avoir le contrôle de cette monnaie, c'est un nombre de serveurs, on dit je crois 50% de serveurs, donc il y a un nombre de... pour réussir à changer des chiffres, il faudrait permettre un grand nombre de personnes se mettre d'accord pour réussir à le changer, donc ce qui veut dire qu'il y aurait une prise de décision plutôt collective. Voilà, donc dans cette monnaie libre, c'est la partie que va après présenter cher Ravi qui est ici. Donc moi en gros, dans la permaculture monétaire, il y avait 3 sources de création monétaire, donc l'euro, la monnaie complémentaire avec création et la monnaie libre que mon cher Ravi va faire découvrir. Alors, je vais préciser une monnaie libre selon la définition de la théorie relative de la monnaie écrite par Stéphane Laborde. C'est une monnaie qui respecte un certain nombre de principes. Le fait de ne pas avantager une génération par rapport à une autre, ni un individu à un endroit géographique par rapport à un autre. Ce qui est appelé symétrie spatiale et temporelle. L'idée, c'est que les monnaies actuelles, de par la façon dont elles sont créées, ont tendance à générer une concentration monétaire qui finit par assécher la monnaie disponible auprès de la majorité des gens, et du coup de créer tous les 70 à 100 ans à la louche un phénomène de crise monétaire. Et du coup, pour éviter ces phénomènes-là, comme Marc en parlait avec l'aspect cultivé, il faut amener de la nouvelle monnaie régulièrement, qu'on amène auprès de l'ensemble des gens pour compenser le fait que des gens puissent en concentrer à un endroit, et que du coup, pour éviter que les nouveau-nés, les gens qui arrivent dans la monnaie, que ce soit nouveau-nés biologiques ou pas, soient avantagés ou désavantagés par rapport à ceux qui sont déjà dedans. Chaque individu au sein d'une monnaie libre va co-créer progressivement tout au long de sa vie un peu de la monnaie qui constitue l'ensemble de la monnaie utilisée dans une monnaie libre. Et pour qu'on puisse avoir confiance en cette monnaie, un des éléments clés, c'est qu'on ne puisse pas, ou comme l'a dit Marc, qu'il soit difficile, puisqu'il faut avoir au moins 50% des gens qui font tourner des serveurs dans la monnaie qui se mettent d'accord pour appliquer un changement technique. Sinon, les règles qui ont été fixées au départ, et donc les règles qu'acceptent les gens qui rejoignent cette monnaie, ils ont besoin de les évaluer au moment où ils rentrent dedans, de se dire est-ce que j'ai envie d'utiliser une monnaie dont voici les règles de création monétaire. Si oui, ils vont la rejoindre avec le phénomène de certification, c'est-à-dire qu'il faut aussi que ceux qui l'utilisent déjà leur fassent confiance. Mais une fois que cette confiance est établie, le changement de règles est suffisamment difficile pour qu'il n'y ait pas besoin en permanence de se dire est-ce que une décision gouvernementale, bancaire ou autre va changer les règles du jeu et m'amener dans une précarité qui fait que je pensais avoir des règles qui me sécurisent dans le temps sur la création monétaire, sur éventuellement d'autres aspects, et monsieur machin a décidé autre chose. L'objectif de graver les règles dans le programme, et de ne pas avoir un programme qu'une personne peut décider de changer, mais que ce soit réparti sur l'ensemble des personnes qui font tourner le réseau techniquement, ça permet de garantir une bonne pérennité aux règles qui sont instituées dedans. Ensuite, comment ça marche concrètement ?
Donc pour rejoindre une monnaie libre, il faut un certain nombre de certifications. C'est-à-dire que des personnes qui en font déjà partie vont dire, lui, je reconnais qu'il existe et je considère que ce compte-là est son unique compte dans la monnaie. Et du coup, ce compte correspond oui, c'est ça, est lié à sa légitimité d'être humain pour être co-créateur de la monnaie. Et du coup, de cette façon-là, on va se retrouver avec l'ensemble des membres de la monnaie qui co-créent la monnaie tout au long de leur vie. À l'usage, il y a un certain nombre d'outils avec un travail ergonomique non négligeable pour les rendre faciles d'utilisation, avec une vigilance à avoir sur le fait qu'en allant, en facilitant l'adoption avec une très bonne ergonomie, souvent on y perd sur l'aspect sécurité. Donc tant qu'on manipule des petites sommes, on peut se dire c'est pas grave, ça permet de découvrir, d'expérimenter facilement. Si on commence à avoir son quotidien qui dépend d'une monnaie libre, ça devient intéressant de réfléchir plus sérieusement aux enjeux, aux risques qu'on prend à utiliser tel ou tel outil pour gérer ces monnaies libres. Et il y a aussi des outils qui permettent d'avoir une gestion très rigoureuse et très sécurisée d'une monnaie libre, pour comprendre les enjeux associés. Et je ne vais pas les expliquer là en quelques minutes. On parle souvent de monnaie libre au pluriel plutôt qu'au singulier, parce que, comme je disais, si on choisit d'adopter une monnaie libre parce que les règles nous conviennent, c'est qu'on peut aussi choisir de ne pas adhérer à une monnaie libre pour en lancer une nouvelle. Et qu'est-ce qui fait qu'une monnaie a une valeur? Que les gens ont confiance dans le fait qu'ils peuvent s'en servir pour obtenir des choses qui les intéressent. Pourquoi est-ce qu'on va accepter des euros ou des dollars? Parce qu'on sait que le jour où on a faim, on peut aller voir un marchand et échanger cet outil intermédiaire qu'est la monnaie pour obtenir quelque chose qui nous est directement utile, de la nourriture par exemple. Si je décide de lancer une nouvelle monnaie libre et que personne adhère aux règles que j'ai mises en place, eh ben, ma monnaie ne vaut rien dans le sens que personne ne sera prêt à m'échanger de cette monnaie contre des carottes ou n'importe quoi d'autre. À partir du moment où un certain nombre de gens se mettent à dire oui, effectivement, je suis prêt à échanger des choses contre cette monnaie, à ce moment-là, elle prend une certaine valeur, une valeur de confiance pour faire des échanges avec, qui est une valeur entre les membres qui acceptent cette monnaie. Et cette valeur peut devenir reconnue plus largement quand parmi ces membres, il y a des membres qui se mettent à être prêts à échanger de cette monnaie libre contre autre chose, notamment qui est déjà considérée comme avec une confiance non négligeable, donc par exemple les monnaies existantes. Et à partir de là, on peut se retrouver à passer d'une monnaie libre à une autre, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire un échange de l'une à l'autre avec des règles différentes et éventuellement avec des monnaies non libres tant qu'elles ont une position quasi monopolistique. Après aussi, mais l'intérêt s'amoindrit.